Hello et bienvenue sur le podcast Entrepreneuse sans succès. Je suis Claire, entrepreneuse depuis près de 5 ans et je te partage ici, seule ou avec mes invités, des réflexions autour de l'entrepreneuriat, de la productivité et des outils no-code. Je te partage également avec honnêteté et transparence mon quotidien d'entrepreneuse avec ses hauts et ses bas, un journal de bord pour te partager mes réflexions quand j'en ressens le besoin. Alors si tu veux me rejoindre dans cette discussion, installe-toi, ça va commencer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps, beaucoup trop longtemps, qu'on ne s'est pas retrouvé sur cette émission de podcast. Ça m'a énormément manqué. Pour autant, si vous me suivez sur les autres plateformes, notamment YouTube, ou même que vous êtes abonné à ma newsletter, j'imagine que vous avez quand même beaucoup entendu parler de moi ces derniers temps, puisque je sors quand même si là on est quand même le 22 septembre, j'aurais dû déjà m'en remettre, mais je sors quand même d'un mois de création de vidéos quotidiennes, ce qui a été un gros challenge. Donc j'ai réitéré cette année, puisque c'est la deuxième année que je fais ça, ce que j'appelle les cahiers de l'été. Donc c'est une série où un mois d'été, donc l'année dernière j'avais fait le mois de juillet, cette année j'ai fait le mois d'août, pour la simple et bonne raison que je n'étais pas dans les temps pour réussir à le faire en juillet. Donc, durant le mois d'août, je suis parvenue à publier une vidéo par jour sur le no-code, l'IA, l'entrepreneuriat, le freelancing. Et pour la deuxième année consécutive, ça vous a énormément plu. À moi aussi. J'adore ce challenge, j'adore cet exercice. Et je viens pas pour vous faire un bilan des cahiers de l'été, je viens plus pour vous faire un bilan plus global de ma vie, vous donner des news et vous dire un petit peu dans quel état d'esprit j'aborde l'année, qu'est-ce qui s'est passé, quelles sont donc les décisions que j'ai été amenée à prendre et donc dans quelle direction est-ce que je souhaite aller avec Claire No Code, avec Circadia sur les prochains mois. Donc, si vous êtes abonné à ma newsletter, vous avez déjà reçu le bilan des cahiers de l'été ainsi que l'annonce de la fermeture de Circadia. Voilà, je mets tout de suite les pieds dedans. Nous avons décidé avec Christian, après 6 mois d'expérience, ce qui peut paraître pas tant que ça, mais pour ma part, c'est amplement suffisant pour savoir que ça ne me correspond pas. Nous avons décidé conjointement de fermer la partie agence de Claire No Code, donc la partie Circadia. Mercredi dernier, vous avez donc reçu une newsletter entière dans laquelle je détaille toutes les raisons qui m'ont amené à prendre cette décision. C'est une newsletter qui a énormément plu, suite à laquelle j'ai reçu énormément de messages et je vous en remercie. Et donc pour vous dire vite fait un petit peu ce qui s'est passé, en gros, il y a 1 an à peu près, avec Christian, nous avons choisi de lancer Circadia. Nous nous sommes lancés dans cette aventure car en fait, j'arrivais à un moment où, comme je communique beaucoup sur les réseaux sociaux, que ce soit via ce podcast, YouTube, LinkedIn, Instagram, etc., eh bien j'avais énormément de leads entrants et je n'étais plus capable de faire toutes les missions toute seule. Alors c'est clairement un problème de riche et je le vivais presque mal de ne pas pouvoir répondre à tous ces prospects. Et donc, je commençais doucement, à ce moment-là, il y a 1 an, à déléguer à des personnes de confiance que je connaissais. Mais je me disais, c'est quand même dommage parce que déjà, il n'y a pas tant de personnes de confiance que je connais qui sont bons sur Make. Donc, très rapidement, j'avais fait le tour. Et à côté de ça, je commençais à avoir formé des gens sur Make, justement, qui étaient plutôt chauds, mais qui n'étaient pas freelance parce qu'ils n'osaient pas se lancer. Donc, je me disais, ce serait quand même cool de pouvoir les placer justement sur ces missions parce que comme ça, ça leur lève l'objection de j'ai peur de pas trouver de clients puisque je leur amène les leads. Et donc, c'est comme ça que nous nous sommes lancés en se disant, voilà, Circadia, ce sera ça, ce sera la continuité du programme de formation et de mon expertise en tant que freelance, c'est-à-dire ce sera la partie agence dans laquelle, au lieu de faire les missions moi-même, je les délègue à des freelances que j'ai moi-même formés. Donc, sur le papier, ça paraissait très, très bien. On va être honnête, même encore maintenant, quand je le dis, je me dis ça paraît logique. Mais factuellement, ça s'est pas bien passé pour une multitude de raisons. Déjà parce que ce n'est pas leur faute et c'est ok, mais les aspirants freelance qu'on plaçait n'étaient pas du tout autonomes sur la partie entrepreneuriale du sujet freelancing. C'est-à-dire que pour être un bon freelance, ça nécessite pas uniquement une expertise technique, ça nécessite également certaines proactivités. C'est-à-dire que le freelancing, ce n'est pas du salariat où tu à une auto-entreprise. Ça n'a rien à voir. Le freelancing implique de savoir se vendre, savoir mener une relation client, tenir informé le client régulièrement, mener la mission. Il te fait confiance pour que ce soit toi qui poses les jalons du projet. Bref, ça nécessite 1000 casquettes que les freelances que j'accompagnais n'avaient clairement pas. Et au-delà de ça, nous, on prenait donc une marge en moyenne, parce que je fais une moyenne, parce que c'était pas toujours aussi élevé en fait au final. On prenait en moyenne une marge de 20% sur l'émission et par rapport à tout le travail que ça nous demandait, en fait 20% c'était clairement pas ok.
on a perdu beaucoup d'argent avec cette agence. Il faut être totalement honnête avec ça, notamment parce qu'il y a plein de choses qu'on n'avait potentiellement pas vu venir. Par exemple, le fait que lorsqu'un freelance ne parvient pas à faire la mission, ce qui arrive beaucoup plus qu'on ne le croit, moi, pour une question d'image que je ne voulais pas entacher, je me retrouvais soit à bosser toute une nuit pour sortir le truc pour le lendemain matin à 10h, soit à faire appel à un autre freelance et donc à rémunérer 2 freelances pour la même mission avec une marge de 20%. Tu calcules vite qu'en fait, on est déficitaire très rapidement. Et j'avais pas anticipé non plus les potentiels frais d'appel à des sociétés de recouvrement pour les clients qui payent pas. Donc, beaucoup de choses que je n'avais pas anticipées. Et surtout, ce que je n'avais pas anticipé, même si Christian n'avait cessé de me le répéter, c'est que gérer une agence, c'est gérer des problèmes. Quand les missions se passent bien, en fait, tu ne les vois même pas passer. Et c'était très, très vrai. J'avais la sensation que mes journées consistaient à résoudre des problèmes. J'adore résoudre des problèmes techniques. J'aime résoudre les problèmes techniques. Les problèmes humains, de machin qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça, mais le client, il voulait ça, blablabla. Ça, franchement, mais ça m'épuise. Ça m'épuise, mais à un point. Je déteste ça. Devoir gérer des gens qui, potentiellement, d'une certaine façon, sont malhonnêtes, alors qu'en vrai, je pense qu'ils croient vraiment qu'ils sont honnêtes. Mais tout ça, c'est pas moi. En fait, je pense que j'ai trop d'empathie, je sais pas. Mais en tout cas, d'un point de vue managérial, je pense vraiment que j'avais trop d'empathie pour bien manager les gens, d'où le fait que je n'ai pas d'employés. Je ne travaille qu'avec des freelances. Mais les freelances avec qui je travaillais sur la partie agence n'étaient pas vraiment freelance, je rappelle. C'était plutôt des freelances qui voyaient ça comme une opportunité de revenir dans une démarche de salarié un petit peu, ce qui ne me convenait pas du tout. Je n'ai pas réussi plus globalement à résoudre le problème de fond et c'est ce qui m'a particulièrement gênée, c'est que les freelances avec qui ça se passait bien, c'était des freelances qui avaient déjà de l'expérience. C'est-à-dire qu'on était obligé sur certaines missions de prendre des freelances qui avaient déjà de l'expérience parce que je forme pas à toutes les compétences du monde et que sur une mission, t'as pas besoin uniquement de freelance pro de l'automatisation. T'as potentiellement également besoin de freelance en product, de freelance, enfin bref, 1 milliard d'autres sujets, gestion de projet, etc. Et en vrai, c'est plutôt avec les freelances débutants avec qui ça se passait moins bien parce que justement, ils n'avaient pas la casquette entrepreneuriale. Donc, je n'ai pas résolu le problème de fond qui était d'accompagner des freelances à se lancer en tant que freelance en no-code, en automatisation, clairement. Donc, le constat de je déteste mon quotidien, je déteste toutes les tâches que j'ai à faire tous les jours et en plus, je n'ai pas résolu le problème et en plus, on perd de l'argent. Ça nous a amené au bout de 6 mois à se dire mais en fait, stop. Même si on a investi de l'argent, etc., je pense qu'on a beaucoup plus à perdre, à continuer, que à gagner pour faire autre chose. Et je pense que c'est un peu la plus grosse difficulté de l'entrepreneuriat. C'est de savoir quand s'arrêter, savoir en fait à quel moment tu n'as juste pas assez persévéré et à quel moment c'est de l'entêtement et t'es juste pas capable d'accepter que c'est vraiment la fin. Je trouve que c'est assez compliqué, même si en tout cas, moi, j'ai une sensation que je le ressens, genre en mode, j'ai une intuition. Quand j'ai la boule au ventre de prendre une décision, c'est que potentiellement, je sais que c'est pas la bonne. Alors que quand la décision est difficile, mais que je ressens que c'est la bonne, je ressens un soulagement, même si la décision, c'est de dire à tous les frics qu'on arrête. Je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, au bout de 5 ans, je peux vous le dire, l'intuition commence à arriver. Je pense que j'en avais pas forcément beaucoup au début. Là, je sais pas si on peut appeler ça de l'intuition, mais en tout cas, peut-être l'expérience, le temps, fait que là, au bout de 5 ans, je commence à ressentir des trucs qui font que j'arrive à prendre des meilleures décisions plus rapidement. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a décidé de fermer Circadia. Et surtout, moi, j'ai pas décidé d'abandonner, de résoudre mon problème. Bien au contraire, j'ai envie de reprendre le problème en proposant une nouvelle solution. Donc, j'ai mis dans cette newsletter la phrase « Je crois que les seuls entrepreneurs qui échouent sont ceux qui n'ont pas encore assez essayé ». Souvent, on me demande comment savoir si l'entrepreneuriat est fait pour soi. Et je pense qu'il y a un vrai truc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, ne va pas se laisser le choix que de réussir. Moi, quand je me suis lancée, ce qui n'est pas forcément un modèle à suivre, mais en tout cas, je vous partage mon expérience. Quand je me suis lancée, j'avais vraiment ce sentiment que j'avais pas le choix. C'est-à-dire que je me sentais tellement mal dans le salariat que je me disais en fait c'est ma dernière option. Allons-y, testons. De toute façon, je me disais j'avais plus rien à perdre, mais vraiment plus rien à perdre dans le sens où je voyais ça comme la dernière façon que je pouvais de gagner de l'argent dans la vie, ce qui est un peu la base pour payer son loyer, etc. Et je parle même pas de gagner beaucoup d'argent, je parle juste de manger. J'avais la sensation que le salariat ne me convenait tellement pas qu'il fallait que je sois entrepreneuse, qu'il fallait que j'y arrive de cette façon. Et ce qui était assez paradoxal, c'est que j'adorais travailler. J'adorais me former sur des sujets, j'adorais créer des solutions no-code, typiquement, même si c'était pas encore du no-code, mais plutôt du code. J'adorais faire tout ça.
Ce qui ne me convenait pas, c'était vraiment le côté salarié, le côté où, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu et je sais que c'est plus le cas aujourd'hui dans plein d'entreprises parce que typiquement là j'ai rencontré les équipes de Notion la semaine dernière, il y a un an j'avais rencontré les équipes de Make, ces personnes ne rentrent pas dans le salariat que j'ai vécu, mais donc je vais vous partager le salariat que j'ai vécu. C'était vraiment une expérience où on ne me demandait pas de réfléchir, où on me disait en fait tu dois faire ça et c'est comme ça que tu dois le faire et j'avais vraiment la sensation de devoir juste écouter sans broncher et quand j'avais un doute sur la façon de faire et que je l'exprimais, on me faisait très clairement comprendre qu'en fait, ce n'était pas mon travail de douter. Mon travail, c'était d'exécuter. Moi, je l'ai très, très, très mal vécu. J'avais la sensation d'avoir fait 5 ans d'études pour rien, où on nous avait appris à réfléchir et qu'après, on nous demandait de mettre notre cerveau au placard. Et donc, clairement, c'était pas possible pour moi. Et je me disais, mais franchement, si c'était pour faire ça, j'aurais pas fait d'études, quoi. Genre vraiment, je me serais pas fait chier à faire 3 masters pour en arriver là. Voilà. Et pourtant, je bossais dans des grosses boîtes. Donc, comme j'avais ce truc et que du coup, j'avais une certaine relation conflictuelle avec mon manager à cause de ça et à plusieurs reprises du fait que je remettais souvent en question, mais c'était pas de la remise en question juste pour le faire chier. C'était vraiment en mode quand il me disait il faut que tu fasses ça, je disais trop bien, je peux le faire, mais genre, est-ce que c'est une tâche qu'on va faire souvent? Et qu'il me disait oui, parce que ça, c'est une anecdote vraie, toujours dans le débat de l'automatisation. Et que je disais mais attends, si on va faire ça souvent, en fait, je peux te faire une petite macro sur Excel, un petit outil qui nous permettra de, au lieu de mettre 3 jours à le faire à chaque fois, de le faire en 1 heure à chaque fois qu'on devra le faire, qui me mettent un gros stop en m'expliquant que, en fait, il y avait une question de budget et que si les autres équipes savaient que nous, on mettait qu'1 heure au lieu de 3 jours, on ne pourrait plus être autant dans l'équipe et que donc, niveau budget, ça passerait pas. Enfin bref, bon, là, je m'égare, mais c'est le salariat que j'ai vécu. Voilà. Et donc, j'étais clairement pas dans un climat où j'apprenais de nouvelles choses, où je me sentais justement en confiance pour justement essayer de faire mieux que ce qu'on me demandait, puisque de toute façon, c'était pas ce qu'on attendait de moi. Et je pense que être entrepreneur, c'est aussi justement faire un peu ce qu'on veut, pas un peu ce qu'on veut, mais il y a personne pour te dire c'est comme ça ou c'est comme ça. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est que je fais toujours tout ce que je veux, et ça fait vraiment enfant gâté de dire ça, mais je le fais toujours comme je le sens, et même quand je me plante, comme là pour l'agence, au moins, en fait, je peux m'en prendre qu'à moi-même, et j'ai la capacité d'itérer, et la capacité de me dire, ok, j'ai quand même repéré le problème, et j'ai envie de prendre un autre chemin pour essayer de le résoudre. Et donc là, je sais quel est l'autre chemin vers lequel je veux aller. Ça fait 2 mois du coup que je bosse déjà dans l'ombre pour préparer tout ce qui va arriver. Et donc j'ai envie globalement de me recentrer sur la partie formation, sur la partie Claire No Code, parce que je pense que ce qui manque vraiment aux freelances qui souhaitent se lancer en no code, c'est pas en fait l'acquisition. En gros, ils prennent le problème à l'envers, mais ils ne le savent pas. Ce qui leur manque, c'est justement des compétences pour adopter une posture entrepreneuriale et donc aller chercher des clients, être capable de se vendre, être capable de fixer ses prix. Là, je me suis donné le temps de discuter avec beaucoup d'entre vous. Peut-être que certains se reconnaîtront du coup. Tous ceux qui me disaient par message privé « Hey, je suis freelance » ou que j'envisage de me lancer en freelance sur des sujets no-code et je rencontre tel problème. Je prenais le temps de discuter avec vous pour essayer de bien comprendre. Je voyais ça un peu comme des entretiens qualitatifs. En parallèle avec Marine, on a d'ailleurs lancé une enquête quantitative. Je vous la mettrai dans la barre de description. On a déjà eu plus de 100 réponses, c'est une dinguerie. Justement pour essayer de mieux comprendre les problématiques des aspirants freelance. La plupart, justement, nous partagent que leur plus grande peur, c'est de ne pas trouver de clients. Pour moi, c'est pas ça le vrai problème parce que du coup, j'ai beau donner des clients, en fait, les étapes d'après, elles sont pas plus simples. Ça sert à rien, en fait, de te donner des clients. Il faut que je t'apprenne à aller les chercher par toi-même. Et je trouve que sur les formations en ligne pour se lancer en freelance, le problème de la plupart d'entre elles, parce que je les connais, parce que moi-même, à un moment, je m'y suis intéressée, c'est qu'elles sont très, très larges. Enfin, pas très, très larges, mais elles sont pas destinées à un métier, à une expertise spécifique. Et le problème de ça, c'est que par exemple, être freelance en no-code, ça n'a rien à voir en termes de posture, d'expérience, etc., que d'être freelance en copywriting. Je pense que typiquement, un freelance en copywriting, même s'il y a des points communs entre les deux, mais il faut qu'il crée une offre packagée au mois pour s'assurer une récurrence auprès du client, alors que typiquement, un freelance en no-code, il faut qu'il soit capable de pricer une mission pour le développement, une solution précise, et déjà d'anticiper un abonnement typiquement par la suite pour de la maintenance. En gros, la construction d'une offre, selon l'expertise, n'est pas du tout la même. La posture à adopter non plus n'est pas du tout la même parce que nous, on parle
parle d'une expertise technique, mais donc il faut être capable par contre d'écouter les besoins des utilisateurs, alors que le copywriter doit être capable de comprendre le message pour le retranscrire à l'écrit. Enfin, en gros, ce n'est pas la même chose. Et vraiment, je pense que sur la partie no-code, il y a aucune formation aujourd'hui qui permet de se lancer en freelance, c'est-à-dire de développer des compétences entrepreneuriales, développer une expertise pour accompagner des clients sur ces sujets. D'autant plus que moi, je l'ai vraiment vécu ça par comparaison finalement avec d'autres freelances sur ces sujets avec lesquels je travaillais. Sur certaines missions, on ne travaille pas toujours tout seul. Ça, c'est un peu une idée reçue en freelance. Oui, ça t'arrive beaucoup de travailler seul depuis chez toi parce que c'est le concept bien souvent, mais moi, je travaille au quotidien avec des dizaines de personnes. Donc vraiment, le freelance n'est pas si seul. Il est seul physiquement, mais pas si seul sur les missions. Et donc, le problème des autres freelances que je voyais, c'est qu'ils n'avaient pas de méthode de travail. Et moi, je les avais pas inventées. J'avais récupéré les méthodes que j'avais acquises de mon expérience de développeuse auparavant sur des applications. Et donc, je les réappliquais. Je m'en inspirais sans même m'en rendre compte parfois pour créer mes propres méthodes no-code. Et donc, aujourd'hui, quand j'aborde un client en no-code, j'ai une méthode qui est hyper carrée, hyper cadrée. Typiquement, ça fait 2 ans et demi que j'accompagne un très gros client. Et donc, je sais pas comment expliquer, mais j'ai la sensation d'arriver un petit peu au bout de la méthode. Genre là, je commence à avoir des problématiques que j'ai jamais eues, notamment de par la taille de la solution que j'ai créée et du nombre d'utilisateurs. Parce que ça m'était jamais arrivé d'avoir un workspace Notion destiné à plusieurs centaines de personnes, des automatisations que potentiellement plusieurs dizaines de personnes gèrent en parallèle. Et c'est trop cool, ça fait trop plaisir. Mais du coup, j'ai quand même les 2 premières années d'une mission dans les bacs où je suis capable de transmettre une méthode, une bonne méthode. Et au-delà de ça, j'ai le réseau de freelance avec qui j'ai travaillé, avec qui ça s'est super bien passé et que j'admire profondément pour ce qu'ils font, que j'ai envie de faire parler et dont j'ai envie d'extraire les compétences pour justement vous les repartager. Donc, vous commencez à comprendre vers où on va, mais mon gros focus justement de l'année à venir, c'est de réussir à créer un programme pour accompagner des freelances à se lancer en no-code. Et je sais que c'est très niche et très spécifique, mais je pense que c'est pas mon objectif d'accompagner des centaines de personnes sur ce sujet, loin de là. Si j'arrive à avoir une promo de max 20 personnes, ça me sera déjà amplement suffisant pour ce premier batch. Et surtout, je pense que c'est beaucoup plus pertinent que d'avoir un programme générique pour plusieurs centaines de personnes. Donc, je parle d'un programme, certes, que je compte du coup être high ticket parce que du coup, je compte y intégrer des coachings collectifs plusieurs fois par semaine, plus des coachings one-to-one avec moi. Donc, forcément, on imagine bien qu'on n'est pas sur de la masse, mais c'était vraiment pas l'objectif que je voulais avec ce programme, d'autant plus que je l'ai observé. Les freelances débutants, parce qu'il y en a quand même qu'on réussit, que j'ai réussi à accompagner, ce sont clairement ceux avec qui j'ai pu passer le plus de temps en coaching one-to-one / même en collectif. Évidemment, leur réussite ne dépend pas que de moi. Je pense que c'est très clairement 50-50, d'où le fait qu'il y aura des sélections pour essayer justement en amont de déterminer ceux qui sont prêts à faire les efforts nécessaires pour justement faire en sorte que ça marche durant le programme. Moi, vraiment, mon objectif, c'est de réussir à accompagner toute la promo, à la fois en individuel, mais aussi en collectif, parce que je suis convaincue qu'ils s'apporteront entre eux aussi des choses. Et si j'en ai que 10, je suis OK, tu vois. Je m'en fous. Au contraire, j'aimerais réussir à atteindre ce 100% de résultats, ce 100% de freelance lancé au bout de 6 mois, ce qui serait, je pense, du jamais vu. Mais pour ça, faut sélectionner en amont. Et moi, mon plus gros critère de sélection, ce sera la motivation. Et surtout, j'essaierai d'enquêter sur l'image qui se font du freelancing parce que je veux pas avoir des personnes désillusionnées face au fait que non, en fait, faut pas bosser que 2 heures par jour, loin de là, sinon ça ne fonctionnera pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord avec moi, mais je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que, vous savez, le slowpreneuriat, le fait de pouvoir avoir un business périn qui te rapporte énormément d'argent sans foutre grand-chose, j'y crois pas sur les premières années. Je pense que c'est impossible. Une personne qui se lance aujourd'hui sans avoir d'expérience entrepreneuriale, sans avoir potentiellement même l'expertise qu'elle souhaite vendre en tant que freelance, je ne vois pas comment c'est possible pour elle de se lancer en bossant 2 heures par jour. Ou alors, ça fonctionnera dans 4 ans. Et si tu es prêt à avoir 4 ans d'argent de côté pour en vivre, ok. Mais si tu veux que ça marche en 6 mois, il faut que tu sois capable, on va être honnête, d'au moins bosser 40 heures par semaine. Il y a quelques semaines, il y a une personne qui bosse avec moi qui m'a demandé combien de temps je bossais en fait par semaine. Et j'étais incapable d'évaluer. Et je lui ai dit, par contre, ce que je sais, c'est que quand je suis réveillée, je travaille. Et là, il m'a dit, ok, du coup, c'est beaucoup. Et j'étais ouais. Après, je fais quand même 1 heure de sport par jour et je prends genre 30 minutes en tout pour manger par jour. Et je dis pas que c'est fait pour tout le monde. Et d'ailleurs,
C'est pour ça aussi que je veux sélectionner parce que je suis convaincue que être freelance n'est pas fait pour tout le monde, être entrepreneur n'est pas fait pour tout le monde et ce n'est pas négatif. Moi, j'aurais aimé être salarié, hein. J'aurais aimé être salarié parce que factuellement, je voyais bien que, enfin, si le secret de la vie, c'est la clé du bonheur, je voyais bien que mes collègues qui se posaient un peu moins de questions que moi étaient bien plus heureux. Voilà. Et qu'il y en a qui sont toujours et qui sont super heureux. Bon, au final, aujourd'hui, je suis bien plus heureuse justement à faire ça, mais ça, c'est chacun ses choix. Et donc, l'enjeu de mes entretiens de sélection, ça va être d'essayer de déterminer qui sont les personnes, qui sont les profils qui justement ont cette niaque et cette envie. Mon objectif n'est pas d'avoir des profils qui s'attendent à faire pas grand-chose et qui soient dégoûtés au bout de quelques semaines parce que je pense que ce serait pour eux comme pour moi une expérience très désagréable. Donc, vous commencez à comprendre, ce sera un programme d'accompagnement, certes très encadré, avec un groupe très limité de personnes, mais aussi ultra intense. En tout cas, c'est l'expérience qu'on vous promet. Donc voilà, donc le programme n'est pas encore finalisé, mais je vous le dis, c'est en cours, ça m'excite énormément. Je suis trop contente. Cette semaine, on contacte toutes les personnes avec qui j'ai envie justement de co-créer ce programme. Disons que j'ai envie de créer le programme d'un point de vue MOOC, plus toutes les masterclass qui seront en live durant le programme, mais j'ai envie que tous les mois également, sur chaque thématique en tout cas, parce que je pense qu'en fait, il y en aura 2 par mois, sur chaque thématique en tout cas, on ait une interview d'un freelance ou d'un entrepreneur, parce que parfois c'est des entrepreneurs maintenant, qui nous parlent justement d'un sujet spécifique, que ce soit la vente, que ce soit la négociation, que ce soit le personal branding, un partage d'expérience peut-être également sur comment ils se sont lancés, eux, en tant que freelance dans le no-code. Bref, tout ça, j'ai envie que ce soit en gros comme le programme parfait avec à la fois du partage d'expérience, du partage de plein de freelances, des vrais, pas des influenceurs qui se disent freelance, et en plus un programme réel, étape par étape, de toutes les compétences dont on a besoin pour être un bon freelance et vivre de son activité pérennement. Parce que de ce que j'ai pu commencer à voir de l'enquête, là, c'est que la majorité d'entre vous n'en vivez pas. Et c'est bien normal. Quand j'ai pu discuter avec certains d'entre vous, certains se sous-price, certains se surprice. Et donc, dans un cas, vous arrivez à vendre, mais vous n'arrivez pas à en vivre. Dans l'autre, vous n'arrivez même pas à vendre et donc vous n'arrivez pas à en vivre. La conclusion est la même. Et là, on parle que de prix, mais parfois il s'agit de bien d'autres sujets. Bref, le sujet, ça va être aussi de réussir à cibler les problématiques de chaque personne pour justement essayer de l'accompagner de la manière la plus spécifique possible, la plus personnelle, pour approfondir peut-être certains chapitres en one-to-one avec cette personne. Voilà. Bon, je me suis vachement étalée sur ce programme, mais il m'excite tellement. Donc voilà, vous avez compris, c'est le début d'une nouvelle aventure. Certes, on arrête Circadia, mais c'est pour commencer quelque chose d'autre, d'encore plus excitant. Enfin non, pas encore plus excitant, parce qu'il y a un an, ça m'excitait tout autant, mais disons que ça m'a vite refroidi. Et donc, j'avais envie de vous partager un petit peu, parce que je me suis fait à la fin du mois d'août, là, ma petite fiche de qu'est-ce que je veux faire plus tard, qu'est-ce que je veux faire sur l'année, à quelles échéances, etc. Et donc, j'avais partagé à mon équipe toutes les prochaines étapes. Donc, je vais pouvoir vous les partager, parce que je trouve ça intéressant. Donc là, depuis fin août, début septembre, nos 2 gros focus, c'était le bootcamp no-code qui s'est extrêmement bien passé. C'était le meilleur bootcamp qu'on ait donné ever. Même les participants l'ont dit, en mode waouh, meilleure expérience qu'on ait vécue. Donc écoutez, c'était top et je pense que c'est étroitement lié au fait que j'ai été capable de réemmagasiner énormément d'énergie que l'agence me prenait et qui, d'une certaine façon, m'empêchait de repartager une telle expérience. Pareil pour le bootcamp Make, mais vraiment plus rien à voir. On a eu des gros soucis avec la dernière promo du bootcamp Make parce que le niveau acquisition, je pense qu'on avait grandement merdé. Mais tout ça, on va en reparler avec Marine dans un épisode de podcast dédié qu'on va enregistrer cette semaine. Voilà. Sur la partie acquisition, on a totalement arrêté l'acquisition payante durant l'été. Tout simplement parce que l'été, en vrai, les gens sont moins là. Et en plus, parce que je me suis vraiment beaucoup concentrée sur l'organique. Donc, il fallait bien que je me concentre sur un sujet. Donc, on a totalement arrêté les pubs. Et je dois dire que malgré tout, on a réussi à faire un petit peu d'acquisition. Bon, pas ouf, mais un petit peu, notamment grâce au cahier de l'été. Et là, on vient tout juste de reprendre justement notre stratégie d'acquisition par webinaire. Et on s'est vachement questionné avec Marine parce qu'en fait, on est en train de revoir tout le parcours, toute l'expérience client idéale. Et on se dit, mais en fait, peut-être que les webinaires, c'est plus la meilleure stratégie. On a lancé le mini challenge l'année dernière, fin mai, début juin. Et ça s'est tellement extrêmement bien passé
que, bon, c'est peut-être un peu ambitieux, mais je crois que j'ai envie de passer full mini challenge avec des lead magnets en complément, mais de me calmer un peu sur les webinaires parce que, déjà, j'ai l'impression que ça marche moins bien qu'avant. Pour être totalement honnête, notre coût par lead a explosé, alors qu'avec les mini challenges, c'est moins le cas et on a surtout un taux de conversion bien plus intéressant. Et lead magnet, je dois dire qu'on s'est jamais assez concentré sur cette stratégie et que j'ai envie justement de prendre le temps de la développer pour voir jusqu'où on peut aller. Donc voilà, on va dire qu'on va se concentrer, je pense, dans les prochaines semaines sur la partie lead magnet et la partie challenge pour calmer un peu les webinaires. Niveau newsletter, on a fait énormément de ménage et ça nous a fait du bien parce que du coup, on a réaugmenté notre taux d'ouverture. On est quasiment à 50% de taux d'ouverture maintenant sur notre newsletter. Je fais régulièrement du ménage, mais là, j'en ai fait vraiment beaucoup. Je crois que j'ai viré 2000 personnes, un truc comme ça. Donc là, on est environ 10 000, qui est très, très bien. Moi, je suis très contente parce qu'en 2 ans, avoir une newsletter à 10 000 personnes, c'est quand même très bien. Que j'ai obtenu clairement en faisant du payant, on va pas se mentir. Moi, je suis pas du tout anti-ads, pas du tout. Je pense que quand tu te lances, t'as pas vraiment le choix. Pour concurrencer des gens qui sont aussi implantés en organique, t'as pas le choix qu'à un moment mettre un peu d'argent quand t'arrives après la course. Donc, je l'ai fait et je commence, je pense, à avoir une certaine place sur le marché. Et donc, l'objectif aussi cette année, c'est de réussir, parce que jusqu'ici, pour être totalement honnête, on était genre à zéro. Une fois que j'avais payé tout le monde, les ads, moi, on était à zéro tous les mois. Et quand je dis moi, ça vous ferait pas rêver de savoir combien je me paye. Et là, l'objectif, du coup, c'est de réussir à augmenter la marge en augmentant l'organique, du coup, et en diminuant l'ADS. Et quand je dis augmenter l'organique, c'est pas forcément augmenter la fréquence de publication, même s'il y a cet objectif d'une vidéo YouTube par semaine, d'un podcast par semaine. Déjà, c'est pas vraiment une augmentation puisque c'est au détriment d'Instagram et LinkedIn que j'ai énormément développé ces autres années, mais que je peux plus voir en peinture. Enfin, Instagram, ça va. LinkedIn, j'arrive plus à consommer de contenu. Je trouve que c'est devenu une plateforme qui est très vide, qui pousse énormément à la haine. J'arrive pas à voir du contenu qui m'intéresse sur ce réseau social. Je trouve que ça devient très Twitter-like. J'aime pas du tout. Enfin, j'avais fait un épisode il y a 2 ans sur ces gens qui me saoulent sur LinkedIn. Voilà. Vous voyez un petit peu, j'ai l'impression que je vois plus que ça. Et même quand je pousse les posts qui m'intéressent vraiment, parce que ça m'arrive quand même de consommer un peu de LinkedIn et de liker des posts que je trouve vraiment intéressants, quand je vois qu'il y a 3 likes, je suis là, mais c'est vraiment le réseau social sur lequel vraiment les posts qui percent, c'est les plus merdiques, quoi. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Enfin, en tout cas, de mon ressenti. Donc, c'est pour ça que je préfère me reconcentrer sur des plateformes sur lesquelles j'ai l'impression de pouvoir apporter plus de valeur et obtenir des résultats parce que, factuellement, il y a un moment, il faut en vivre. Et le dernier sujet, même si je disais on a déjà bien commencé à le mettre en place, c'est l'amélioration globale de l'expérience apprenant actuelle. Pourquoi ? Parce que du coup, on a fait une migration sur Schoolmaker l'année dernière. Une migration qui a été nécessaire car nous étions auparavant sur Podia et que, étant donné que le Bootcamp Make est désormais finançable Opco et France Travail, eh bien nous n'avions pas le choix que de passer sur une autre plateforme car Podia ne permet pas de faire les exports de temps passés sur la plateforme nécessaires pour justifier justement le financement des formations par les organismes tiers. Donc nous sommes passés sur Schoolmaker et autant la partie formation me plaît énormément, autant pour moi il y a une vraie partie qui manque. C'est la partie communauté. J'ai essayé de l'animer, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais. La partie, du coup, comment elle s'appelle ? La partie consultation a été une catastrophe. Vraiment. Je comprends pas comment l'utiliser. En fait, la plupart des apprenants, quand ils arrivent sur la plateforme, ne comprennent pas la différence entre la partie communauté et la partie consultation. Et même si j'ai fait un tuto vidéo d'onboarding pour t'expliquer un petit peu où tu dois faire quoi, clairement, après, il se passe n'importe quoi. Donc, la partie consultation, pour ceux qui sont pas du tout familiers avec Schoolmaker, c'est une partie dans laquelle les apprenants peuvent poser des questions. Et derrière, moi, je suis dans l'obligation de répondre en vidéo. Je peux pas, switch la question de la partie consultation et la partie communauté. Je leur ai déjà remonté le problème. La partie communauté, c'est des questions à nous, mais également aux autres apprenants, un peu comme un système de réseaux sociaux, sauf que la navigation est extrêmement désagréable. Déjà, t'as le titre du post qui, parfois, n'a aucun sens. Bon, c'est les apprenants qui le mettent, mais donc moi, je me permets de remanier le titre pour que ce soit un peu plus clair, mais t'as même pas d'aperçu des 4 premières lignes typiquement du post. Donc en fait c'est compliqué. Alors que les 4 premières lignes, c'est clairement ce qui donne envie de cliquer sur voir plus, LinkedIn l'a bien compris, pour justement afficher la question. Ce qui fait que les gens n'utilisent pas la communauté. Vraiment pas. On parlait de gamification sur Schoolmaker, en effet, ils ont essayé de faire quelque chose, mais c'est pas du tout assez poussé. Je leur ai déjà remonté toute ma liste de courses, mais ça n'avance pas assez vite. Ce que je comprends, je sais à quel point gérer ce type d'app peut être très fastidieux et qui peuvent pas aller plus vite que la musique niveau fonctionnalité. Mais au-delà de ça, il y a des gros bugs. Il y a des très très gros bugs. Moi, je suis aussi sur la partie Schoolmaker formateur.
Oui, c'est ça. Enfin, en gros, tous ceux qui ont une école ont une plateforme qui leur est propre. C'est d'ailleurs une plateforme Schoolmaker sur laquelle on peut poser nos questions. Et je vois parfois des dingueries. Bref, tout ça pour dire que on va changer de plateforme pour la 3e fois. Non, pour la 2e fois, mais c'est notre 3e plateforme. Je pense qu'on va pas le jouer vous le saurez parce que vous êtes les vrais. Ça fait 37 minutes que j'enregistre, donc ceux qui en sont encore là, vous saurez les vraies décisions. Mais dans les faits, on va le passer en mode maintenant vous avez une plateforme communautaire sur Circle, blablabla, sur laquelle vous retrouverez également vos contenus formation. Mais dans les faits, un jour, je pense dans 1 an, on arrêtera totalement Schoolmaker. Mais dans un premier temps, on va avoir la partie communauté sur Circle. Et pour les anciens, ils auront toujours leur partie apprentissage sur du coup Schoolmaker. Pour les nouveaux, tout sera sur Circle. Et je pense que ce sera bien plus simple aussi parce que par exemple, quand je veux parler à des... je sais pas, je vais envoyer un mail à toute la promo 5, bah en fait, il faut que j'utilise mon outil emailing. Mais what the fuck, je peux pas juste avoir un canal dédié. C'est trop chiant. Alors que sur Circle, c'est tellement bien fait. Donc pour moi, il n'y a pas de sujet. C'est une évidence. On passe sur Circle et on va passer sur Circle là. Genre vraiment dans 2 semaines. Pour début octobre, notamment parce qu'on annonce du coup la création de Mastermind. Donc, qu'est-ce que les Mastermind? Dans cette logique de continuer l'expérience bootcamp, qui pour moi est celle qui apporte le plus de valeur aux apprenants, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à s'engager dans des bootcamps parce qu'ils se disent non mais attends, c'est hyper engageant de participer à autant de sessions. Moi, j'ai envie de vous dire, franchement, vous me donnez potentiellement 500 000, 2 000 euros. On est sur un high ticket. Vous ne payez pas pour avoir que des contenus MOOC. Moi, d'ailleurs, ça, c'est un vrai truc. Je me questionne vachement sur est-ce que tous les MOOC ne devraient pas être gratuits. Alors là, Marine hurle quand je commence à dire des trucs comme ça parce qu'elle a peur qu'on coule. Mais c'est vrai que je me questionne. Je me dis que la vraie valeur, elle réside justement dans la partie bootcamp. Et pour aller encore plus loin et poursuivre justement l'expérience, j'ai envie de proposer du coup à mes plus gros clients, on va dire à ceux qui ont participé au bootcamp, justement pas uniquement aux petites formations MOOC, mais ceux qui ont participé au bootcamp et dont le dernier achat date d'il y a moins d'1 an, d'accéder à des masterminds. Donc en gros, les clients concernés recevront une notif en mode dans leur plateforme, ils auront une notif. Tu fais partie du mastermind pendant 1 an, tu as un accès pendant 1 an. Mastermind, c'est-à-dire 3 sessions par mois. On va vous donner le planning d'octobre. 3 sessions par mois durant lesquelles on se retrouve en petites sessions. Il y a des choses, parfois des petits travaux à préparer, mais l'idée est de continuer à apprendre régulièrement parce que c'est un peu ça aussi, de pratiquer régulièrement la clé de l'apprentissage. J'ai des clients dont je suis devenue cliente qui me disent mais en fait moi depuis le bootcamp était trop cool, mais depuis le bootcamp j'ai plus assez pratiqué, j'ai l'impression d'avoir régressé. Bah je suis désolée de vous annoncer que c'est pas qu'une impression. Je pense que factuellement si tu pratiques pas assez régulièrement, tu perds en compétences. C'est comme quelqu'un qui apprendrait la musique. Si tu pratiques pas le piano pendant X années, forcément ton niveau va diminuer. Seulement, je pense que le fait de repratiquer régulièrement, tu retrouves beaucoup plus vite ton niveau que quelqu'un qui a jamais pratiqué. Voilà. D'où la création des masterminds. Et Marine va donc prendre beaucoup plus de place sur cette partie-là puisqu'elle va devenir un peu la queen de la communauté. Ce sera elle un peu la responsable que tout se passe bien là-dessus. Elle a tellement aimé faire ça sur la partie du coup challenge gratuit qu'on en a beaucoup parlé. Et elle va donc devenir vraiment la référente communauté Claire No Code sur la partie payante également. Sur la partie équipe d'ailleurs, autre changement, on a aussi Léna qui termine son alternance et qui va donc pouvoir venir travailler beaucoup plus à nos côtés puisqu'elle se lance full-time en freelance. Donc je pense qu'elle va bosser 2 jours pour moi, quelque chose comme ça. Enfin, ça dépendra de la charge, mais en gros, je veux qu'elle soit mon agent. Elle sera mon agent à temps partagé, plus responsable de l'organisation d'événements physiques, puisque oui, c'est l'ambition de Claire No Code cette année, d'organiser des hackathons no code. Voilà, on sait qu'on va le faire. On pense que ce sera vers mai. Maintenant, il faut qu'on mette tout en place. Il faut qu'on ait, on va dire qu'on se donne les moyens de notre ambition. Il y a Marion qui m'accompagne toujours pour la partie newsletter, séquence email. Ça commence à faire un petit moment maintenant. Et puis, du coup, Camélia, qui est pour moi le prototype. C'est horrible de dire ça. Elle est le prototype du freelance que j'ai réussi à lancer sur la partie freelance no code. Et ce qui fait aussi partie de mon ambition, c'est de réussir à plus valoriser dans ma communication toutes les personnes qui travaillent avec moi au quotidien. C'est pourquoi vous allez avoir beaucoup d'épisodes avec toutes ces incroyables personnes et également même des vidéos YouTube co-réalisées avec ces mêmes personnes. Donc je vous en dis pas plus, mais donc vous avez la semaine prochaine un épisode de podcast avec Christian pour justement qu'on rentre dans le détail de la clôture de l'agence. La semaine d'après, un épisode de podcast avec Léna qui a été enregistré il y a, je crois que c'était en mai.
Donc voilà. À l'époque, elle hésitait encore à se lancer en freelance, mais du coup, on a parlé de freelancing, d'intelligence artificielle, de design, puisque Léna, du coup, elle s'occupe de toute la partie design, d'identité visuelle de Claire No Code, de Circadia, etc. Et donc, on parle de tous ces sujets ensemble et une vidéo YouTube très rapidement avec Camélia, enfin co-réalisée avec Camélia. Elle n'est pas dans la vidéo, mais elle a grandement participé à sa réalisation. Donc voilà, c'est l'idée que j'ai vraiment envie de mettre plus en avant les personnes avec qui je travaille parce que je les trouve incroyables et que je pense qu'elles méritent elles aussi leur place, mais que tout le monde n'a pas une âme de créateur de contenu. Voilà, donc c'est un peu mon rôle aussi. Bon, je vais me taire. Je pense que vous avez compris les news de la rentrée. Je sais pas si vous le ressentez à ma voix, mais je me sens beaucoup mieux, beaucoup plus apaisée. Ça va beaucoup mieux. Pourtant, on est dimanche, mais vous voyez, on n'est pas dimanche à 22h comme avant. On est dimanche à midi. Voilà. Je suis très excitée par tous les projets qu'on a prévu de mettre en place. Pour l'instant, on arrive à peu près à respecter les deadlines. Évidemment, il y a toujours des petits imprévus, mais franchement, c'est agréable de réussir à souffler. J'ai prévu tous les mois cette année une semaine que j'ai appelée loi de Murphy. C'est-à-dire une semaine pendant laquelle je fais tous les trucs qui n'étaient pas prévus. Et sachez qu'il y en a, notamment avec un client qui me prend beaucoup plus de temps que ce qui était prévu initialement. Donc là, ça fait partie de mes focus de cet après-midi, de bosser pour lui, pour prendre de l'avance, mettre tout à plat et surtout proposer des solutions pour ne plus prendre de retard parce que là, c'était chaud. Là, c'était très chaud. En fait, mon problème principal, c'est d'avoir autant d'interlocuteurs dans une seule et même entreprise, puisque du coup, tu te retrouves comme si tu avais 15 missions en parallèle, alors qu'en fait, tu n'en as qu'une. Bref, ça pourra potentiellement être le sujet d'un prochain épisode de podcast. Donc écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je suis trop contente d'avoir tourné ce nouvel épisode. Je vous souhaite à tous une très belle journée et on se retrouve donc dès la semaine prochaine. Et puis chaque semaine maintenant, pendant des mois, je l'espère, chaque lundi dans un nouvel épisode de podcast, chaque mercredi dans ma newsletter et puis chaque vendredi dans une nouvelle vidéo YouTube. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!